Donc, bonjour à tout le monde. Je suis très touché de pouvoir partager ce temps avec vous. Vraiment, merci. Merci d'avoir bien voulu m'inviter. Et essayons, si vous le voulez bien, de partir à la découverte de cette terre pas si lointaine que cela, finalement, des pays où peuvent vivre, où habitent des personnes jugées différentes. C'est une longue histoire, après tout. C'est une longue histoire puisqu'elle commence peut-être avec l'aventure humaine elle-même. Elle commence à la préhistoire. Quel était, à votre avis, le rôle des personnes handicapées pendant la préhistoire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Voyez? Parfois, on aurait tendance à répondre de façon brutale en disant que c'était des périodes barbares où on éliminait les gens différents. Mais en êtes-vous si sûr? Je crois que c'est peut-être même l'inverse. On a pu trouver des tombes préhistoriques où il y avait des personnes lourdement handicapées et où des personnes ont pu vivre en dépit de leur handicap. Alors, il n'y avait peut-être pas de MDPH, mais il y avait des services qui permettaient la vie. Et par ailleurs, un certain nombre de traits, un certain nombre d'éléments du patrimoine qui nous vient de la préhistoire, nous le devons probablement à des personnes différentes. On peut évidemment citer les peintures dans les grottes. Le mammouth ne rentre pas physiquement dans les corridors de la grotte. Et par ailleurs, à quoi peut aspirer un être humain au cours de sa vie? Est-ce que l'être humain aspire à passer son existence dans des corridors obscurs, humides et sombres? Il faut avoir un profil humain très particulier pour y consacrer sa vie à ces peintures rupestres. Et il faut mémoriser la forme de l'oreille ou de la forme générale de tel ou tel fauve pour pouvoir le peindre ou le dessiner. Vous voyez, tout cela évoque des profils qui peuvent relever du spectre de l'autisme. Il y a plusieurs écrits en la matière sur ce sujet. Je pense par exemple à l'ouvrage de Prehistory of Autism, donc la préhistoire de l'autisme, comme son titre l'indique. Voyez? Donc peut-être que les temps anciens étaient plus inclusifs que nous ne le pensons. Si nous en arrivons à la genèse de l'écriture, quelques milliers d'années plus tard, peut-être que nous devons la création, l'invention de l'écriture à des personnes différentes. On pourrait en parler fort longtemps, mais un détail simplement. L'écriture en Chine a été découverte par l'observation des craquelures sur les carapaces de tortues. Je suis sûr que vous passez votre vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortues. Et je ne sais pas quel serait le jugement psychiatrique sur quelqu'un qui observerait pendant des décennies les craquelures sur les carapaces de tortues. Mais heureusement que bien des millénaires en arrière, il y avait quelque part en Asie des gens qui consacraient leur vie à cela. Voyez ? Et on pourrait continuer. J'ai toujours en mémoire ce colloque où une éminente responsable donc, du ministère de l'Éducation nationale parlait des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les enfants différents. Pendant que cette personne parlait, je mijotais ma revanche. Je préparais mon PowerPoint où j'essaierais de dire que l'écriture a peut-être été inventée par des gens différents, justement. Pour être taquin, peut-être que vous avez remarqué que la proportion de scribes, par exemple dans l'Égypte pharaonique ou en Mésopotamie ancienne, était égale à la proportion d'autistes aujourd'hui. Bon, c'est une façon un petit peu taquine de dire les choses. Mais bon, sans entrer dans les détails, sautons encore de quelques siècles et quelques millénaires et arrivons au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'était une période peut-être plus inclusive qu'on ne le croit. Le saviez-vous? Il n'y avait pas de racisme au Moyen-Âge, c'est venu plus tard. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on pouvait appeler les gens directement. On vous a dit à l'école que tel roi s'appelait le chauve, le gros, le fou. Voyez, essayez de nos jours d'appeler je ne sais quel prince de ce bas monde le gros et le chauve. Vous aurez quelques soucis. Mais à moins qu'il soit totalement bête, il doit bien se rendre compte qu'il est gros et chauve, le cas échéant. Quel est le problème? Voyez?
Et sans doute qu'en lisant ou relisant les écrits, les textes, la littérature du Moyen-Âge, vous avez été frappé par le nombre de profils de personnes qu'aujourd'hui on désignerait comme handicapées, hein, que ce soit dans les récits des vies des saints, les hagiographies, on peut en citer bien des exemples. Hein. Également dans tout ce qui est les récits populaires, les fabliaux du Moyen-Âge, ça grouillait de personnes différentes. Hein. Et il y avait toutes sortes de métiers qui étaient ouverts aux personnes différentes. Quel était le métier type ouvert à des personnes différentes à l'époque? Métier de berger, par exemple. Les moutons n'en ont rien à faire de votre maîtrise de la grammaire latine. Hein. Et au contraire, si vous avez besoin de beaucoup bavarder avec d'autres congénères bipèdes humains, ne faites pas berger, parce que vous allez souffrir une fois que vous serez avec les bêtes, je ne sais où. De nos jours, pour être berger, ça, il faut avoir le diplôme d'études supérieures de bergologie appliquée sur la directive européenne 1743, alinéa 11e. Autant dire, on laisse tomber. Bref. Pendant longtemps, jusqu'à une époque assez récente, les métiers en lien avec les chevaux étaient presque prédestinés à des personnes autistes peu verbales, un métier de palefrenier, ou alors, pour citer un métier qui tend aujourd'hui à disparaître, le métier de débardeur. Vous voyez, dans les forêts, le débardeur des forêts. C'était souvent, pas toujours, mais souvent un métier destiné à des personnes bien de chez nous. J'ai une amie qui est prof en Suisse qui a fait une étude sur les garçons de ferme dans l'ancien temps. C'était souvent des gens avec un degré d'autonomie relativement faible. Il y avait une sorte de gentleman's agreement non écrit entre la ferme et puis le nouveau collaborateur, lequel s'occupait des bêtes et en échange, il recevait un petit peu à manger, un coin au chaud. Pas de vie bien luxueuse, mais néanmoins une vie tout à fait intéressante, ou du moins correcte. Les choses ont commencé à se corser au début peut-être du XXe siècle, parce que lorsque l'école a été généralisée, le ministère de l'Instruction publique, à l'époque c'était l'Instruction publique, a donc très vite cherché à se débarrasser des enfants différents. Et c'est pour cela qu'on a chargé un éminent savant, en la personne d'Alfred Binet, qui est rentré dans l'histoire de la psychologie, de constituer un outil, un critère scientifique pour pouvoir faire le tri parmi les enfants. Et cet outil, qui est donc le fameux test de QI, comme nous le savons, a été décrit dans un traité dont je me permettrai de vous lire le titre parce que le titre est hélas savoureux, de 1904 d'Alfred Binet, donc « Méthode nouvelle pour le diagnostic des anormaux ». Alors, les objectifs sont dits avec la plus grande clarté dès les premières lignes. Notre but est de faire la mesure de l'enfant capacité intellectuelle afin de savoir s'il est normal ou si c'est un arriéré. Voilà, mot pour mot, fin de citation. Et ensuite, il décrit que donc parmi ces enfants anormaux, il y a les premièrement arriérés de l'intelligence et deuxièmement les imbéciles moraux. C'est une tout à fait étonnante typologie. Donc, en tout cas, l'idée, c'était de trouver une justification scientifique, au prétendu tel, pour pouvoir exclure tel ou tel groupe d'enfants de l'école. Voilà. Alors, évidemment, je mets quiconque au défi de constituer des outils scientifiques pour faire ce genre de tri. Et lui-même, Binet, a dû finir par avouer que le critère décisif, c'était sa propre volonté à lui, Voilà. Donc, c'est tout à fait saisissant. Mais je crois que là, avec Binet, on a posé un élément qui nous joue des tours jusqu'à aujourd'hui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, nous en tant que collectivité, hélas, convaincus, qu'on se l'avoue ou non, que lorsqu'on a un enfant différent face à soi, c'est que la cause de sa différence, c'est d'une faiblesse intellectuelle, une déficience intellectuelle. Mais que veut dire ce terme exactement? Quelles sont, je dirais, les compétences requises par l'école et quelles sont les compétences par lesquelles on exclut les gens?
En vérité, vous savez, plus les années passent et moins je sais ce que veut dire déficience intellectuelle. Voyez ? C'est un point qui me donne beaucoup à réfléchir. Et quand je me dis, en vérité, sur quels critères est-ce que nous excluons les gens, nous excluons les enfants, on a de quoi être stupéfait. Alors, évidemment, on pourrait tourner la chose un petit peu à la rigolade et je pourrais vous raconter quantité d'anecdotes quelque peu badines lorsque je passe faire, c'est-à-dire à peu près chaque semaine, des formations dans le médico-social. Vous voyez, ces établissements parfois loin des lieux habités. Et donc, lorsque j'arrive, généralement, la personne à l'accueil, donc, qui est une professionnelle, qui va défier des personnes handicapées et valides du matin au soir, la personne à l'accueil me tend des clés parce qu'elle croit que je suis un nouveau résident, quoi. C'est une chose excellente parce que cela veut dire qu'elle a compris que j'avais le même pédigré que les gens de l'établissement. Mais là où les choses sont plus grinçantes, c'est que pourquoi le soir venu, je serais libre comme l'air et tel autre camarade avec qui j'ai passé la journée à m'amuser ou autre, lui, restera entre quatre murs. Comment est-ce qu'on fait la sélection, quels sont les critères, Juste avant le Covid, pardonnez, j'adore cette petite histoire, j'avais été convié par l'Ordre de Malte pour une journée, un colloque de formation à leur siège à Paris. Donc j'arrive quelque peu intimidé, je ne connaissais pas les lieux et je me retrouve face au portail et j'attends, j'hésite. Là, il y a une voiture qui arrive, un monsieur élégamment vêtu qui en descend et je lui demande donc est-ce que je peux rentrer? Et il me dit non, pour vous l'entrée n'est pas là, vous devez descendre la rue, tourner à gauche, marcher sur 200 mètres. Je le remercie chaleureusement. Merci monsieur de m'avoir indiqué un raccourci, moi qui m'apprêtais à entrer par la mauvaise porte. Donc je descends la rue, je tourne à gauche, je marche sur 200 mètres et je cherche l'entrée de l'Ordre de Malte. Je ne la trouve pas. Et c'est là que je me rends compte que j'étais face à l'entrée de l'asile psychiatrique Sainte-Anne. Et il m'avait envoyé à l'asile, quoi. Et c'était un jeune médecin qui venait à la formation d'ailleurs. La vie est pleine d'excellents moments. Mais donc, sur quels critères est-ce qu'on sélectionnera un tel enfant pour le maintenir à l'école ou pour l'écarter? Encore Binet, lui, il utilisait un vocabulaire très cru. C'est pour savoir si c'est un arriéré. Bon, ça, c'était le vocabulaire de Binet. De nos jours, à l'école, on ne dit plus enfant débile. On dit n'est pas entré dans les apprentissages. On est inclusif. Donc, ce que je veux dire par là, est-on sûr de savoir quelles sont les personnes, de connaître les capacités des personnes. Et dans le monde de l'autisme au sens large, ce point-là se pose avec une particulière acuité, parce que justement, les personnes autistes ont des profils extraordinairement originaux. Voyez? Et ça, d'ailleurs, c'est quasiment un point commun entre toutes les personnes porteuses d'une différence d'ordre cognitif. C'est que les scores que les personnes en question obtiennent sur les différents tests liés au QI, c'est tout un vaste monde, sont très hétérogènes selon ce que l'on mesure. Alors que la plupart des gens d'ordinaire obtiennent plutôt des scores équilibrés sur les sous-tests. C'est un ancien amateur de tests de QI qui vous parle. Mais de grâce, n'en faites pas une religion, quoi. Voyez? Là, je discute avec des jeunes psychologues et je leur demande avec une sorte de candeur personnelle qu'est-ce que vous faites dans votre cabinet du matin au soir? Et on me répond, je fais passer des tests de QI. Et donc, si le chiffre est comme ceci, ça va, et en deçà, c'est plus bon. Je crois qu'il faut être au-dessus de 75, c'est ça, je crois, sauf erreur. Et le commandant Cousteau, paraît-il, était à 76. Donc, si le jour du test, il avait mal dormi, peut-être qu'il se serait trouvé sous la barre. Et bref, je n'ose pas y penser. Mais en tout cas, 76 ou pas, il a enchanté la vie de millions de personnes à travers le monde, dont la mienne quand j'étais petit, quoi.
Voyez? Donc, je connais des gens qui prétendent avoir des QI stratosphériques, mais ils ne font rien de leur vie. Donc, comment on calcule tout ça, quoi, hein? Voyez? Puisqu'on est dans la zone un peu des farces et attrapes, quoi, hein, je ne peux pas résister de vous raconter une authentique histoire belge, hein, parce que vous le savez peut-être, je passe la moitié de ma vie en Belgique. Je bosse dans une grosse université belge, celle de Louvain. Et donc, il y a quelques années, avant le Covid, l'association Mensa Belgique, c'est une association qui existe dans beaucoup de pays du monde et qui rassemble, paraît-il, des gens qui se croient très intelligents, hein. Et donc, l'association Mensa Belgique m'avait convié à une soirée. Donc, bon, je n'ose pas dire non. Donc, ce qu'ils ne m'avaient pas dit, c'est qu'ils avaient imprimé des affiches où ils mettaient « Venez passer votre test de QI et vous mesurez à Joseph Chovanec ». Ah, ben ça, je ne savais pas, hein. J'arrive le jour J, là où ça devait se passer, au nord de Bruxelles, et il n'y avait rigoureusement personne, rigoureusement zéro participant. Personne n'est venu, quoi. Donc bon, j'ai quand même joué le jeu, j'ai rempli des cases, j'ai coché des bazars, et donc j'ai raflé le premier prix, quoi. Très officiellement, je suis le premier prix de test de QI de Mensa Belgique. Mais c'est vous dire à quel point c'est la foire, quoi, hein, et dire que c'est sur ce genre de critères-là qu'on met à la poubelle des gens pour le reste parfois de leur vie, hein, c'est quand même fort intriguant, hein. Alors, je parlais de Binet, mais il y aurait peut-être quelques méchancetés aussi à dire sur un héritage que nous avons des années 50 et 60. Vous voyez, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, il y avait un certain nombre de gens qui étaient d'ailleurs, j'en suis convaincu, des personnes tout à fait respectables et profondément mues par de bonnes volontés, hein, qui ont eu l'idée de proposer à des personnes handicapées d'aller vivre à la campagne, dans la nature, hein, voyez. Alors, c'était un peu le début, hein, de ce qui allait devenir l'aventure du médico-social en France. Alors, quoi de plus beau que de vivre dans la nature avec les petits oiseaux qui font cuit-cuit, quoi. C'est génial. Mais simplement, ça a eu un certain nombre d'effets délétères à long terme. Premièrement, l'idée que la place des personnes différentes n'est pas là où habitent les personnes valides, hein, avec une sorte de ségrégation spatiale. Et il est stupéfiant de voir que dans certains départements de France, le nombre de personnes handicapées atteint quasiment le nombre de personnes dites valides. C'est assez stupéfiant, quoi, hein. Ce n'est pas que les routes locales soient accidentogènes, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Et deuxième effet regrettable, c'est qu'on a petit à petit mis dans l'esprit des gens l'idée que la place des enfants, des jeunes différents n'est pas à l'école, mais dans certains établissements spécialisés, hein. Combien de fois, il y a 10 ans, 20 ans, que sais-je, j'ai eu des discussions avec d'éminents spécialistes qui essayaient toujours et encore de dire « Mais voyez, ces enfants-là souffrent, vous n'allez quand même pas leur infliger les mathématiques. » Voyez ? Il faut les laisser être ce qu'ils seront, quoi, hein. C'est une phrase de Dolto, hein, qui accessoirement se paraphrasait la Bible, mais bon, passons, hein. Voilà. Et donc, les laisser écouter les oiseaux faire cuit-cuit et ne surtout pas les embêter avec l'écriture ou les maths, quoi, hein. Et cette idée-là est profondément ancrée. Combien de fois on a dû se bagarrer avec cette croyance. Alors, en général, quand quelqu'un me sortait ce genre de discours, je répliquais « Et vous, cher monsieur, vos propres enfants, pourquoi est-ce que vous les torturez en classe prépa? Envoyez-les dans la forêt, quoi. Pourquoi vous voulez leur apprendre les maths, quoi, hein? Donc, soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Voyez, donc, cette idée, cette croyance qu'on ne devrait pas enseigner les choses à des enfants différents, c'est une croyance très profondément ancrée, hein. Et
dès lors qu'il est question de classe spéciale, sous une forme ou une autre, IME ou autre, j'ai une sorte de réflexe presque pavlovien de terreur, parce que je me dis qu'en vérité, on va sacrifier le niveau, quoi. C'est quasiment inévitable. Dès lors que l'on crée des lieux spécialisés, le réflexe est très lourd pour sacrifier justement les apprentissages au nom de « il ne faut pas les torturer avec je ne sais quel type de calcul ». Malheureusement, on connaît la suite. Ces lieux-là deviennent des classes prépa pour une vie entière passée entre quatre murs confinés, quoi. Voyez. Alors, ce lourd lait, cet héritage difficile, de nos jours, il semble un peu occulté, mais il est au fond des têtes, j'en suis convaincu. Et je me souviendrai, par exemple, de ces moments presque de désespoir, où, par exemple, vous réussissez, suite à je ne sais quel miracle divin, à organiser des formations pour les profs. Et lorsque vous avez au premier rang un personnage qui se lève et qui vous dit « Bon, tout ça c'est bien bel et beau, mais si on ne veut pas de tel gosse, on s'arrangera pour qu'il ne soit plus dans la classe. » Vous avez, je dirais, ce genre de conviction qui s'affirme, et cette conviction que, par exemple, le droit ou la loi ne devrait pas s'appliquer dès lors qu'il est question de handicap. Et on retrouve ça même à un très haut niveau dans les hiérarchies administratives. Au fond, il y a souvent cette conviction-là quand on creuse un petit peu. De nos jours, tout cela a été occulté par un phénomène nouveau. C'est ce que j'appellerais l'usage liturgique du terme inclusion. L'inclusion. Voyez. Il y a des gens qui savent vous faire de si beaux discours que vous vous sentez au paradis. Il y en a presque, il y a comme un souffle pentecôtiste dans la salle, tellement ils savent bien dire inclusion, société inclusive, école inclusive, sous toutes les formes et tous les tons, quoi. Mais malheureusement, je crois que quand on a un enfant autiste en famille ou à la maison, on n'est pas très, réceptif au discours qui s'éloigne beaucoup de la réalité observée. Et il n'est pas sûr que la surenchère du terme inclusion change sérieusement les choses concrètes. Et j'ai malheureusement presque une petite conviction presque paranoïaque, c'est que pour un certain nombre de responsables publics, le mot inclusion veut dire on arrête les sous, quoi. Voyez. On pourrait argumenter longuement, mais disons, je ne pense pas être totalement ignorant d'un certain nombre de dossiers, hélas. Voyez. Donc, le temps passant vite, si vous voulez, soyons concrets. Dans une école, au cours d'une journée type, quels sont les facteurs d'exclusion pour un enfant différent, pour un enfant autiste? Les facteurs d'exclusion, ce sont en général ceux auxquels on ne pense pas. C'est la récré. C'est évidemment le moment de la pause de midi. Vous pouvez avoir des profs extrêmement bien sensibilisés à l'autisme, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais si la cantine scolaire n'est pas adaptée, ça ne marchera pas. Voyez. Également, facteur d'exclusion, c'est ce qui se passe après les cours ou avant les cours. Comment est-ce qu'on en arrive dans cette école, quoi? Il y a dans le médico-social de très nombreux jeunes autistes, c'est même presque le cas général, qui passent tous les jours des heures et des heures dans le bus. Et croyez ma petite expérience en la matière, il est quasiment impossible de faire venir les chauffeurs en question dans les formations. Donc quand j'arrive à avoir un brin de causette avec eux, c'est « Oh oui, il a 3 heures de bus, mais c'est pas grave, je mets la musique et puis il y a des matchs le soir. » Sympa pour l'enfant autiste. On s'étonnera qu'il y ait ce qu'on appelle des comportements défis.
Vous voyez, je crois que beaucoup de gens dits normaux on aurait si on les faisait vivre comme on fait vivre les personnes différentes. Vous voyez. Également, a-t-on réfléchi aux questions de loisirs? Non. On n'a pas pensé aux loisirs. Est-ce qu'on a pensé aux vacances? Alors, il y a des solutions de vacances si vous avez un enfant, par exemple, qui a un handicap physique très lourd. Ça existe. Sinon, c'est le Club Med. Si vous avez un enfant autiste, je vous mets au défi. Hein? Bref, voyez. Sur la question des loisirs, ce qui est génial dans le système administratif, c'est qu'on oublie toujours les besoins réels des gens. Après des années de bagarres, on a commencé à créer des GEM Autisme, un groupe d'entraide mutuelle, enfin qui en général sont siphonnés par des organismes qui n'ont rien à voir avec l'autisme, mais bon, admettons quoi. Hein. Mais ça c'est pour les adultes, on a oublié les ados. Et ce qui est super, c'est que personne dans les hautes sphères administratives n'est songé à ce point-là. Voyez. Je connais des organismes qui sont d'ailleurs dirigés par d'anciens représentants de l'ARS, donc des gens qui ont une connaissance extraordinairement fine du droit, hein, qui essayent désespérément depuis des années de créer des clubs d'activité pour ados autistes. Ben non, parce que ce n'est pas prévu dans les appels d'offres. Voyez. Et c'est là peut-être qu'on mesure ce qui malheureusement est un constat que l'on doit faire, même si ce n'est pas plaisant à dire. Par moments, on se dit, et si le véritable obstacle à l'inclusion, ce n'était pas l'administration destinée à l'inclusion, quoi, hein. Quand on écoute les familles, quand on écoute leurs difficultés, on se rend compte qu'au moins 9/10 des problèmes évoqués ne sont pas liés au handicap. C'est lié à des questions administratives. Voyez? Le fait qu'il n'y ait pas d'AVES ou peu d'AVES, ce n'est pas un trait de l'autisme, ça. Entendons-nous bien quoi, hein, sur les raisons, les causes des problématiques diverses. Voyez? C'est peut-être un point auquel on peut être attentif. Alors, puisque mon temps est bref, je permettrai encore une petite réflexion grassante, puis peut-être quelque chose de plus positif. La période, nous le savons, est politiquement chargée. Voilà. Quand j'étais petit, on m'avait expliqué que la démocratie, c'était de choisir entre plusieurs options. Dans le monde du handicap, quelles sont ces options? Les connaissez-vous? Vous en a-t-on parlé? Voyez? On a oublié. Toujours, oui, on oublie toujours les personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans les milieux décisionnels. Et quand la décision est prise par une personne même très intelligente, même très bienveillante, si elle ne prend pas en considération tel ou tel profil humain, bien, les questions, les priorités de ces gens sont totalement mises à l'écart. Nous en avons des illustrations au quotidien, mais malheureusement les plus saisissantes et les plus dramatiques, c'était en mars 2020, quand on a totalement oublié les personnes du monde du handicap. Voyez? On pourrait peut-être citer juste un exemple badin. Comment est-ce que les aveugles remplissent les attestations de sortie? Ça, on n'y a pas pensé. On n'a pas pensé qu'il y ait des aveugles. Forcément, il n'y en a pas parmi les élus. Donc, qui va prendre les décisions? Si la proportion était respectée, il devrait y avoir à l'Assemblée nationale quelque chose comme 60-70 députés handicapés. Alors, il y en a un seul, et pardon de le dire, il a vraiment la situation, le cas de figure idéal, c'est-à-dire handicap physique, ça fait moins peur que handicap cognitif, et il se débrouille sans trop d'aménagement. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure optimal, quoi. Voyez? C'est tout à fait saisissant, et quand on compare les choses par rapport à ce qui peut se passer ailleurs, on se dit que véritablement, on a
on a du boulot devant nous. Alors, je me permettrai de terminer avec un petit exercice mental et je présente mes excuses aux personnes qui ont déjà entendu parce que je crois que véritablement il s'agit d'un point majeur. Je vous propose un exercice personnel. Mettez devant vous le texte de la Constitution française. Déjà, vous n'y trouverez rien sur le handicap. Ça, c'est aussi une singularité, malheureusement, de la Constitution française. Et mettez en parallèle ce texte avec, par exemple, la Constitution suisse. Je ne suis pas suisse, je n'ai aucune raison spécifique de défendre la Suisse. Prenez ces deux textes et comparez. Le texte constitutionnel français, c'est un éloge de la majesté. Le président décide, le premier ministre dispose de. Voyez? Le texte de la Constitution suisse, c'est un texte des petites gens. Les habitants du canton de Uri se sont rencontrés tel jour avec les habitants du canton de L'Appenzell et ils ont décidé de. Voyez, c'est une toute autre approche, Et évidemment, dans la prise en compte de la différence, beaucoup de choses changent. Et j'aimerais terminer sur la phrase justement tirée du préambule de la Constitution suisse. C'est la phrase qui clôt le préambule de la Constitution suisse. Et dans sa version française, elle s'énonce comme suit: la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup.